LR. Et le débat avec Fabrice David, journaliste sportif, et Stéphane Desenclos, qui est rédacteur chef quotidien du sport. Le débat sur 7 Euro 2021 vous a-t-il fait rêver, puisqu'on connaît depuis hier soir le successeur du Portugal? On l'a appris très tard, vu que le match s'est terminé à près de minuit avec une série de tirs au but interminable. Bonjour Fabrice David. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Desenclos. Bonjour. Allez, Fabrice David, étouffante cette série de tirs au but déjà. Oui, mais ce sont ces fameuses séries de tirs au but, celles-ci et les autres, qui ont donné beaucoup d'intérêt à 7 Euro, qui m'a pas fait rêver parce que le mot est fort, mais qui m'a agréablement surpris parce qu'il y a eu des séances de tirs au but, parce qu'il y a eu des rebondissements, parce qu'il y a eu un bon niveau technique, parce qu'il y a eu du public, et on savait plus ce que c'était depuis un an. Oui. Donc il m'a bien surpris agréablement. J'ai vu un bel Euro, de là à avoir rêvé, surtout après la performance des Bleus, non, en tant que Français, mais c'est une histoire de sémantique. Stéphane Desenclos, est-ce qu'elle était étouffante cette série de tirs au but? Oui, elle était étouffante tout à fait, comme il y en a eu d'ailleurs certains, exactement comme disait Fabrice. C'est vrai que l'Euro a été plein de rebondissements, de suspense. Bon, effectivement, peut-être pas non plus de rêve à proprement parler, mais c'est vrai que c'est en tout cas un Euro très intéressant. C'est vrai que cette série de pénaltys et la prolongation, une partie du match, et surtout c'était quand même, il faut le souligner, une belle finale quand même, hein, très engagée, très disputée. C'était très intéressant. Oui, cette finale, vous l'avez trouvée. Oui, Fabrice David. 2 arrêts de gardien de chaque côté pendant cette fameuse séance de tir au but. C'est pas fréquent. Oui, dont un détourné sur son poteau. C'est justement, cette finale, vous l'avez trouvée comment? Moi, je l'ai quand même trouvé un peu décevante parce que les Anglais ont beaucoup refusé le jeu, parce qu'ils ont marqué à la 2e minute, certainement. Et les Italiens ont quand même pas mal manqué d'imagination pour contourner le bloc défensif anglais, justement. Ils ont quand même manqué d'idées, d'imagination. Donc, c'était pas non plus génial. Et justement, je me suis dit pendant cette finale, s'il y avait eu la France quand même. Évidemment, je me suis dit, Pas du tout chauvin. c'était pas énorme quand même comme niveau. Stéphane Desenclos, déçu par cette finale? Moi, je l'ai trouvée vraiment très belle. Ouais, moi aussi, je suis plutôt de cet avis. Ce qu'on peut regretter dans la finale, c'est qu'on n'a pas eu vraiment de moments où les deux équipes étaient à leur meilleur niveau. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a eu une première mi-temps plutôt à l'attention des Anglais, et une deuxième et une prolongation dominée largement par les Italiens. Donc ça aurait pu être encore mieux si les deux équipes avaient joué leur meilleur football en même temps. Mais non, moi je l'ai trouvé bien. Bon, c'est sûr qu'il y a je pense une très grande Italie, et je pense que Fabrice était un petit peu sévère quand même, parce que les Anglais sont arrivés en finale en encaissant un seul but. Ah oui, on parle de la finale là. Ouais, on parle de la finale. Donc c'est quand même je parle de la finale. Donc c'est très très difficile de contourner et de bousculer la défense anglaise. Donc les Italiens ont quand même quelques circonstances atténuantes, mais ils ont essayé, et puis finalement ils sont montrés plus solides, et ils auraient même peut-être mérité de gagner avant la séance de tir au but. En tout cas, leur victoire n'est pas volée. Mais c'est ce que je disais, les Italiens ont essayé, ils n'y sont pas vraiment parvenus, c'est pour ça que c'était un peu décevant dans leurs idées, leur imagination. Après les Anglais, est-ce que tu as vu Harry Kane hier? Est-ce que tu as vu Raheem Sterling dans ce qu'ils savent faire? Harry Kane, il fait quand même une super passe sur le but anglais. C'est ça que je trouve incroyable. Effectivement, là, ce matin, je regardais un petit peu les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux en tant que Twitter, les commentateurs, mais plutôt les journalistes, les analyses et tout. Et beaucoup disaient, à ma surprise d'ailleurs, que Harry Kane avait fait un bon match dans cette finale, ce qui a été effectivement ma surprise. Non, là, donc moi je l'ai pas trouvé très en vue, mais surtout effectivement Sterling, qui a aussi quand même un peu porté l'Angleterre pendant cet Euro, a été complètement fantomatique. D'ailleurs, je me posais la question, je crois, si mon souvenir est exact, il a joué tout le match. Je pense pas qu'il soit sorti, et je trouve ça assez incroyable. D'abord qu'il est je sais plus, peut-être Philippe, vous savez s'il était encore là à la fin, je sais plus. Qui ça? Sterling, il était sorti. Non, il était encore là, je crois, mais il a pas tiré. Ouais, voilà. Et donc c'est quand même assez incroyable qu'un joueur comme ça ne tire pas
tirs au but. On pourra toujours poser la question, après, pour les Anglais, faire rentrer des petits jeunes, quasiment des petits jeunes, même s'ils ont de l'expérience, des jeunes joueurs pour les faire tirer les tirs au but, alors qu'on a effectivement des Sterling, notamment sur le terrain, ou d'autres beaucoup plus expérimentés. Fabrice David. On sera bien reçu par le sélectionneur si on lui demande pourquoi les 3 qu'il a fait rentrer ont tous les 3 raté leur tir au but. Ça s'appelle un coaching perdant, c'est assez stupéfiant. Peut-être que c'est le signe Saka, Rashford et Sancho. Peut-être que c'est le signe noir de Southgate, puisqu'il y a 25 ans pile, c'est lui qui avait raté à Wembley le tir au but contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 96. C'est un signe indien, Stéphane Desenclos ? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas leur en vouloir et qu'il est certainement mieux placé pour essayer de les consoler et de leur expliquer que c'est une victoire d'équipe. De toute façon, il n'y a effectivement aucune raison de leur en vouloir. Maintenant, je suis peut-être pas assez spécialiste de ce genre de poste, mais c'est vrai que Saka, il était rentré déjà depuis un moment. Oui. Maintenant, faire rentrer des joueurs 30 à la 119e minute. Ouais, pour tirer un penalty à la fin, qui est quand même un geste qu'on oublie de dire quand même. C'est quand même un geste compliqué et difficile, surtout en fin de match comme ça, d'une finale avec la pression. C'est peut-être ils n'étaient peut-être pas assez non plus rentrés dans leur match et tout. Quant à Saka, il faut du rythme et il faut se mettre dedans mentalement. Il faut rentrer en début de deuxième mi-temps de prolongation, mais pas 1 minute 30 avant juste pour tirer le tir au but. La pression, t'imagines ? Alors, juste, l'Italie, c'est un beau vainqueur, Fabrice. Moi, je trouve. C'est celui qui le méritait le plus. Oui, c'est un beau vainqueur, mais c'est une équipe en construction et c'est surtout une équipe qui était en mission. Évidemment, donc c'est la belle histoire dans la grande histoire du sport. Une équipe qui était en mission parce que tout un pays a été humilié de ne pas participer à la Coupe du Monde 2018. Un pays qui était en reconstruction, une équipe en reconstruction qui doit redonner un peu de fierté à ce pays qui a très mal vécu de ne pas la faire il y a 3 ans. Donc c'est la belle histoire dans la grande histoire du sport. On retiendra que ceux qui en avaient le plus envie et ceux qui avaient besoin de rendre de la fierté à leur pays, sont ceux qui le gagnent. Beau vainqueur, Stéphane Desenclos, la Squadra Azzurra. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un très beau vainqueur. Dès les phases de poule, on pensait qu'il pouvait aller loin. C'est un beau vainqueur. Maintenant, c'est vrai que c'est une équipe, comme vient de le dire Fabrice, qui est en reconstruction, qui s'appuie sur un milieu de terrain quand même très très fort. Très fort. Et, ça, le milieu de terrain est... Ouais, énorme. Et on le voyait un peu pendant le match hier, au fur et à mesure qu'il y avait des blessés, qu'il y avait des changements. La comparaison, ce qui est hallucinant, c'est un peu une leçon pour le foot. Regardez la comparaison les 5-6 joueurs offensifs italiens par rapport aux 5-6 joueurs offensifs anglais, par exemple, pour hier. On pourrait dire aussi par rapport aux Français, bien sûr, ou par rapport à d'autres nations. Pareil, en tout cas sur le papier, très en dessous. Il manquait une étincelle. Pour moi, j'ai vu une étincelle hier qui s'appelle Federico Chiesa. Oui, quel joueur. Il manquait une étincelle, c'est-à-dire le truc qui nous fait vibrer plus que au-delà du collectif pur. On aime bien quand même dans des équipes avoir ce joueur qui va vous faire plus vibrer. Alors Verratti est un peu dans ce style-là, mais au milieu. Mais Federico Chiesa, c'est énorme. C'est un gars qui a 23 ans. Il a récupéré des bons gènes par son père, quand même. Enrico Chiesa, c'était pas le plus mauvais technicien qu'on ait connu les 30 dernières années. Ouais, tout à fait. Non, mais et puis il a un charisme, une prestance dans ce qu'il fait, Moi, je pense que je dois pas être le seul à être un petit peu tombé amoureux de ce joueur. Pas que hier, parce qu'il avait déjà été très très fort contre l'Espagne en demi-finale où il avait sauvé l'Italie en marquant le but de l'égalisation. Mais il est monté en puissance et je pense que c'est un peu ce genre de joueur qui aussi fait qu'on vibre un peu plus pour une équipe et ce qu'on avait besoin, parce qu'un collectif très solide, soudé, ça suffit pas toujours pour vraiment nous faire vibrer, Juste une question. Pour moi, vous allez me dire si vous êtes d'accord, le meilleur joueur italien n'était pas sur la pelouse hier soir, c'est Spinazzola qui s'est blessé contre la Belgique. Depuis le début de l'Euro, mais Donnarumma, c'est un gardien de but, c'est pas un joueur de champ. Le meilleur joueur de champ pour moi de l'Italie dans cette compétition, jusqu'à sa blessure en quart de finale contre la Belgique, c'était Spinazzola. Est-ce que ça augmente pas encore la valeur du titre de l'Italie, Fabrice David ? Oui, pourquoi pas. Mais que le meilleur joueur de champ soit un arrière latéral, c'est... mais il avait été énorme. Oui, mais ça veut dire que devant, c'était un peu décevant. Je pense que cette équipe manque d'un tueur.
C'est quand même dommage qu'en Italie, pays de football, on n'ait pas trouvé un tueur, un numéro 9. Pourtant, ils en ont eu quelques-uns, hein. Filippo Inzaghi, Paolo Rossi. Et avec des Chiesa et des joueurs comme que des noms que je connais très bien. Des joueurs qui tournent, des joueurs qui tournent un peu autour, qui courent, qui cavalent. S'il y avait un tueur dans la surface, l'Italie serait encore beaucoup plus forte. Je regrette que dans ce réservoir, dans ce vivier, il n'y a pas de quoi faire. Stéphane Desenclos. Ouais, tout à fait. Maintenant, je dirais que Spinazzola, effectivement, il a été. Vous savez, l'euro et la force d'une équipe à l'euro, c'est d'avoir des niveaux qui montent, des niveaux qui changent, des joueurs qui évoluent, des équipes qui évoluent. Et c'est souvent ça. Hein. Les premières entre guillemets vedettes d'une équipe sont pas forcément celles qui brillent à la fin. C'est vrai. Moi, Spinazzola, il a été très très bon jusqu'à ce que malheureusement il ait cette grave blessure. Et Chiesa, on en parlait, lui, il a été très très bon depuis 3-4 matchs. Il a été très bon. Maintenant, le problème du buteur, je suis tout à fait d'accord avec vous, Fabrice, mais si on regarde bien aujourd'hui, il y a pas beaucoup de. C'est pour ça que la France, on avait beaucoup d'espoir dans la France. Il n'y a pas beaucoup de grandes nations qui ont des énormes buteurs, quoi. Si, Harry Kane pour l'Angleterre, mais vous regardez l'Espagne, il y a une nouvelle. L'Espagne, l'Italie, ils demandent beaucoup plus à ces numéros 9 de revenir en retrait, de participer au jeu. Ben, remarquez, on l'a vu aussi avec la France, hein, avec Benzema. Et donc, il y a moins de. Peut-être un peu moins de Lewandowski, on voit que dans les ventes. Donc c'est vrai que je pense que ce buteur tueur dans les 18, il disparaît un petit peu de plus en plus dans le football moderne. Est-ce qu'il disparaît parce que les équipes l'ont pas, ou est-ce qu'il disparaît volontairement parce que les équipes sont construites différemment? C'est pas pareil. Je sais pas. J'aurais tendance à dire qu'il disparaît un peu volontairement parce que les équipes sont construites différemment, mais pas forcément au niveau de l'équipe nationale. Peut-être au niveau de la formation, peut-être au niveau du début dans la politique sportive des équipes nationales des différents pays. C'est un poste qui a énormément évolué. C'est un poste qui a énormément évolué. Un grand numéro 9 aujourd'hui, c'est plus un Karim Benzema, par exemple. Ou même Kane, on l'a vu quand même beaucoup dans cet euro. Il a quand même pas fait un énorme euro, même s'il marque quand même 4 buts. Mais on l'a quand même vu beaucoup revenir derrière, chercher les ballons. Donc peut-être être un peu moins efficace dans la surface. Alors justement, moi j'ai une question pour vous, moi qui suis totalement ignarde en termes de foot. J'aurais envie de savoir qui est la star de cet euro comme joueur. Donnarumma. D'accord. Avec un gardien de but, ouais. Parce que déjà il en impose physiquement, parce que c'est une espèce de monstre, il pourrait jouer dans Avengers, et puis parce qu'il fait un super euro, et puis parce que il est quand même dans le foot moderne, c'est quand même rarissime d'avoir un tel niveau et d'être gratuit. Oui. Il était gratuit, donc il a été récupéré par le PSG. Un joueur de ce niveau-là, 22 ans, un potentiel absolument incroyable, qui est gratuit. C'est quand même... Donc ça donne une dimension. Fin de contrat. D'accord. Et il n'a jamais voulu re-signer. Enfin, ça donne une dimension à un joueur qui en supérieur. Et quel joueur pour vous, Stéphane Desenclos? Donnarumma aussi? C'est Donnarumma, mais moi je vais répondre un peu différemment à la question. C'est Donnarumma parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce qu'effectivement, c'est un grand gardien. Il y a eu tout le temps dans les Coupes du Monde, les Euros, souvent les équipes qui ont gagné, on se soit appuyé. Hugo Lloris, par exemple, a été un très grand gardien. Bon, il s'est fait, c'est Courtois qui a eu le meilleur poste à la Coupe du Monde, mais a été un très grand gardien. On a besoin de ça. Aujourd'hui, Donnarumma est effectivement, oui, de fait, est le meilleur joueur parce que justement, c'est l'euro du collectif, l'euro de l'équipe, et qu'il n'y a pas eu d'autres joueurs qui se sont vraiment distingués en marquant, que Ronaldo et Schick, qui sont les deux meilleurs buteurs à égalité de la compétition, sont plus dans l'euro depuis longtemps. Donc il n'y a pas de joueurs qui se sont distingués particulièrement. Donc effectivement, le meilleur joueur de l'Euro, c'est le meilleur gardien de l'Euro, quoi. Donc ça mais c'est vrai que c'est un joueur qui est énormissime, quoi. Sa taille, comment il dit, c'est énorme. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'était les 60 ans de l'Euro, et il y a 60 ans pour le premier, l'homme de l'Euro, c'était Lev Yachine, le gardien soviétique qui avait aussi gagné. Il est bientôt 9h30 sur Sud Radio et nous sommes toujours en compagnie de Fabrice David, journaliste sportif, et Stéphane Desenclos, qui est rédacteur chef du quotidien du sport. On parle foot et euro, et je vous rappelle le thème, l'Euro 2021. Vous a-t-il fait rêver? Eh bien moi je l'avoue, il m'a fait rêver, contrairement aux auditeurs de Sud Radio. Tiens justement, Fabrice David, Louis van Gaal
l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, a dit que le Portugal et la France n'étaient pas des équipes mais des individualités. Est-ce que cet Euro, c'est pas le triomphe du football collectif des joueurs sans grande star? Parce que vous avez dit, la grande vedette de l'Euro, c'est un gardien de but. Pourquoi pas? Après, si une équipe s'en était sortie avec des individualités brillantes, on aurait pris, hein. C'est sûr. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Absolument. Vous êtes d'accord avec ça, Fabrice Dezenclos? Stéphane Dezenclos, je mélange les prénoms et les noms des deux. Est-ce que c'est pas le triomphe du football collectif, si on regarde bien? Je suis un peu sceptique aussi, comme Fabrice. C'est sûr que c'est facile à dire maintenant, effectivement, parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, d'abord l'Italie a pas pas effectivement de joueurs qui ressortaient du lot et excessivement, à part Donnarumma. La preuve, c'est que c'est pour ça qu'on lui a donné le titre de meilleur joueur de l'Euro. Donc ça veut un peu tout dire. Il n'y avait pas, disons que c'est l'Euro plus que les équipes. Je dirais que ça n'a pas été l'Euro des individualités. Alors après, il y a peut-être d'autres raisons, je sais pas, il y a peut-être d'autres raisons, le calendrier de la saison, provoqué notamment par la pandémie, les joueurs qui sont arrivés, peut-être pas les grandes stars qui jouaient dans les plus grandes équipes, donc ont joué le plus grand nombre de matchs sur la saison, étaient peut-être pas non plus à leur top, et tout ça. Bon, il y a 3 ans, il y avait la Coupe du Monde, la France a gagné la Coupe du Monde, grâce notamment à des très bons Mbappé, un très bon Griezmann. Peut-être que dans 4 ans à la Coupe du Monde 2022 ça sera différent. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je pense que c'est un peu une conclusion un peu facile pour moi de dire ça comme ça. Oui, parce qu'à 30 secondes près on passe contre la Suisse et Benzema joue un match de plus et peut-être un match de plus et il était parti pour être une star de l'Euro et une individualité forte. Ça s'est joué à 30 secondes cette histoire là contre la Suisse, mais il était parti avec sa prestation, avec sa prestation, puis celle qui allait suivre et éventuellement celle d'après. Oui, il aurait pu être l'individualité de l'Euro, donc ça se joue à des détails tout ça, de toute façon les compétitions. Hein. Oui, alors j'ai une question justement, il y a 23 ans jour pour jour, hein, vous parlez de la Coupe du Monde il y a 3 ans, mais il y a aussi celle de il y a 23 ans où la France gagnait sa première Coupe du Monde, donc est-ce qu'on peut espérer la même chose potentiellement dans 1 an et demi? Est-ce qu'on peut espérer une 3e Coupe du Monde, messieurs? Bah oui. Malgré l'échec de l'Euro? Bah oui, parce que en 2018, quand l'Italie se qualifie pas, vous m'auriez dit est-ce qu'on peut espérer qu'il renaisse après cette humiliation? Donc c'est des cycles, hein, tout va tellement vite. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Dezenclos? L'échec, parce que c'est quand même un échec, on va pas se raconter l'histoire. Oui, mais l'échec, ça pousse à gagner ensuite, Philippe, normalement. Un échec, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a échec qu'il y a succès derrière? C'est ça. Dans la vie en général. Exactement. Et dans le sport notamment, par exemple. Pour l'Italie, c'est pas tant. Hein. Ils n'avaient pas raté une Coupe du Monde depuis 1958 et ils ont gagné l'Euro. Stéphane Dezenclos. Tout à fait. Je pense que maintenant on peut faire confiance à quelqu'un comme Didier Deschamps pour savoir aussi faire les petites rectifications là où il faut les faire. L'équipe de France, c'est un groupe qui est très jeune parce qu'on pourrait s'inquiéter un petit peu en pensant par exemple à l'Allemagne qui est sur le déclin depuis maintenant plusieurs années, qui finalement n'a jamais réussi vraiment à se relever. Mais depuis 5 ans, depuis 2016, le déclin de l'Allemagne, je pense qu'on est d'accord. Ouais, tout à fait. Donc, et ils ont toujours essayé, on y a cru. Moi, je croyais à l'Allemagne avant cet Euro. Je croyais quand même à l'Allemagne. Donc, moi, je pense que oui, il y a aucune raison, quoi. Il y a aucune raison. Je veux dire, c'est quand même indéniable que des joueurs comme Mbappé, Griezmann a raté son Euro. Il va pas forcer. Il avait très bien réussi sa Coupe du Monde. On voit pourquoi il est obligé de rater la prochaine Coupe du Monde. Et Mbappé, c'est la même chose. Il y a plein de joueurs sur le terrain. Maintenant, il va y avoir besoin de, je pense, quelques petits renouvellements. Est-ce que, je pense, j'ai confiance en Didier Deschamps pour arriver à trouver ce qu'il faut là où ça a peut-être manqué fortement, mais comme le disait Fabrice, à 30 secondes près, effectivement, on passait la Suisse et peut-être que là on aurait été plus loin, quoi. Il y a un potentiel qui est énorme, même si c'est effectivement le plus gros échec, sans aucun souci, la plus grande désillusion, le plus gros échec de cet Euro, c'est l'équipe de France.
Vous êtes d'accord, c'est le plus gros échec de 7 euros, Fabrice David, l'équipe de France? Oui, parce qu'en plus, il y a eu un scénario incroyable. On aurait pu encore écrire une histoire dans la grande histoire avec cet arrêt de Lloris sur un penalty qui aurait pu permettre à la Suisse de mener 2-0. Derrière, les Bleus reprennent une forme d'euphorie en marquant 3 buts de malade. Donc oui, ça aurait pu être le quart de finale, le match contre l'Argentine 3 ans avant avec le but de Pavard. C'était l'histoire dans l'histoire, le fait de match qui relance et qui redonne un souffle incroyable. Donc, oui. Merci beaucoup. Merci. Fabrice David, journaliste sportif qui vient d'écrire un roman qui n'a rien à voir avec le football. Plus rien ne s'oppose à ma mort. Vous êtes lancé dans les livres, dans les romans après le football. C'est du roman noir a priori. Absolument. Et Stéphane Desenclos, rédacteur en chef du quotidien du sport. 7 euros 2021 vous a-t-il fait rêver? Eh bien, vous êtes 85% à dire non sur Twitter. Eh bien, nous, il nous a quand même plutôt plu. Vous parlez pour vous, Philippe. Bien sûr. Merci, messieurs. On part à l'étranger dans pas longtemps, en Écosse précisément. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.